Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel qui va nous apprendre à recoder une variable. Le recodage de variables est la partie essentielle du data analyst après l'importation de données et la constitution de son data frame. En effet, on a reçu de l'extérieur ou on a constitué soi-même par une enquête un ensemble de données et souvent on a dû additionner à ces données des données externes, des données hétérogènes arrivant d'appareils multiples ou d'enquêtes multiples. Et souvent, les variables ne correspondent pas exactement à ce que l'on veut, ou dans le cadre de notre analyse, on n'a pas exactement la variable avec l'étendue que l'on souhaitait, la forme que l'on souhaitait, etc. Et bien souvent, on doit retravailler ces variables entièrement, ou en créer des nouvelles, créer des variables synthétiques à partir de variables primaires. Donc on distingue donc les variables primaires des variables secondaires par l'opération de recodage que va faire le data analyst, c'est-à-dire la fabrication de nouvelles variables à travers sa matière première, celle qu'il a reçue au moment du processus de l'analyse. Donc on va voir tout de suite dans ce chapitre comment recoder des variables avec toujours la même règle, hein, les 20% qui servent dans 80% des cas. J'ai oublié quelques éléments, mais j'y reviendrai plus tard dans une autre vidéo. Alors tout de suite, je vous le dis, il y a deux librairies. La première librairie, c'est Deplir. Deplir, c'est la librairie que l'on utilise dans le recodage de variables sous RStudio. On verra tout à l'heure la librairie questionnaire aussi. Donc Deplir a mis en place un nouveau type de data frame, le Tibble. Et donc très vite, on va convertir son data frame en format Tibble, qui est un format plus rapide, plus enrichi, plus informatif, et qui nous permet d'utiliser à fond les fonctions Deplir. Alors il y a la fonction glimpse qui permet de voir les variables sous format Deplir. Bon, elle n'a pas d'utilité particulière, que ce soit parce que sur RStudio par exemple, on peut le voir grâce à la fonction View, on peut très rapidement cliquer ici dans la fenêtre d'environnement et observer ses observations et ses variables. Bon, pas grande utilité de cette variable, je dois l'avouer. La voilà, bon, ok, super. Par contre, une fonction essentielle ici, c'est la fonction names. La fonction names permet de vous rappeler tous les noms qu'il y a à l'intérieur de votre data frame. Moi, en général, j'évite de taper ces noms parce qu'il y a toujours une faute. Souvent, je rappelle la fonction names et ça me permet de faire des copier-coller rapidement de différentes variables. Elle sert aussi à retrouver les indices, hein. Ici, on voit qu'on a une échelle qui nous permet de retrouver les indices, l'indice 31, 32, 33. Donc très rapidement, on peut à la fois retrouver les indices de ces variables et on peut retrouver le nom de ces variables. Donc ça, vous comprendrez que dans la programmation, c'est ultra important. Donc cette fonction names, en général, est essentielle. Alors, un des premiers recodages qu'on peut être amené à faire, c'est de changer le nom d'une variable. Elle peut être inadéquate, elle peut avoir des espaces, des caractères spéciaux, enfin, il y a vraiment une très grande diversité de noms de variables. Moi, j'ai une politique, c'est-à-dire le moins de majuscules possible, pas d'espace, pas de caractères, pas d'accent. Donc typiquement ici, j'avais enlevé un espace à une variable. On peut imaginer que là, je vais renommer TheBoss. Bon, là, ça ne sert pas à grand-chose parce qu'en fait, la variable respecte mes critères, hein, pas d'accent, pas de majuscules, pas de caractères spéciaux. C'est surtout pas pour remplacer, on ne va pas remplacer ça par les meilleurs, justement. Mais bon, c'est à titre de l'exercice. Donc, TheBoss, hop, je remplace ça par les meilleurs. Donc, la petite astuce, c'est que j'appelle tous les noms de la table, mais je filtre par le nom que je cherche. Donc c'est une petite astuce qui dit qu'en fait je cherche juste The Boss. Et une fois que je l'ai trouvé, je remplace The Boss par le nouvelle expression et on voit ici que The Boss a disparu et que ça a été remplacé par les meilleurs. On a donc une nouvelle variable, c'est la même, qui porte un nouveau nom. Alors questionnaire justement, donc là je vais penser à le charger dès le départ, comme ça c'est plus intelligent. Donc librairie pour charger, mon package, questionnaire, ça on l'a déjà vu dans les cours précédents. Donc ici, la fonction rename variable qui permet d'appeler le data frame, d'appeler l'ancien nom et le nouveau nom et de le remplacer, hein. C'est un remplacement classique, l'ancien nom, le nouveau nom et la fonction rename, hein. Ça peut être une fonction plus rapide. Dans certains développeurs aiment bien dans les boucles plutôt utiliser cette fonction qu'une autre. Bon, pourquoi pas.
Pourquoi pas? Là, je vois pas. Oui, c'est peut-être, oui, c'est beaucoup plus simple. Il n'y a pas besoin de système de concaténation, etc. Donc, c'est beaucoup plus simple en programmation d'utiliser cette fonction. Là, le recodage, en fait, essentiel ici, c'est le recodage binaire. Vous savez que toutes les variables, en fait, sont binaires. Et donc, grâce à la fonction if-else, on peut établir une condition, hein, un test, une condition qu'elle soit quantitative ou qualitative, basée sur des variables qualitatives ou des variables quantitatives, un test qui va répondre oui ou non, vrai ou faux, en fait. Ce test est-il vrai? Ce test est-il faux? En l'occurrence ici, je cherche si la variable relevance, si chacun des occurrences de la variable relevance, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième dans l'ordre, si chacune des occurrences de la variable relevance est supérieure ou égale à la moyenne de la variable relevance. Est-ce que cette occurrence-là est supérieure à la variable relevance? Et pour chaque occurrence, eh ben, si cette condition est vraie, je vais remplacer par 1. Si cette condition est fausse, je vais remplacer par 0. Comme ça, je vais créer une variable qui va me dire bah, cette ligne est supérieure à la moyenne, cette ligne n'est pas supérieure à la moyenne. Donc je vais créer une variable binaire qui va me permettre de répondre à une question binaire. Est-ce que la relevance est supérieure à la moyenne ou pas? Et je vais créer ça dans une nouvelle variable qui s'appelle supérieure à la moyenne. Alors, on ne va pas être très inventif et très créatif, on va être le plus prosaïque possible et le plus simple. Hein. Voilà, je crée une variable qui s'appelle supérieure à la moyenne de la relevance. Et hop, je lance CTRL R, commande R pour les maqueux, et j'ai créé une nouvelle variable, je vais appeler la fonction name, et je découvre que tout à la fin vient de s'ajouter une nouvelle variable qui s'appelle subMinRelevance. Si je vais voir où elle est, là, il y a bien une 39e variable qui est apparue, et ici j'ai une variable binaire. Ok, super. Maintenant, je vais pouvoir travailler avec cette variable binaire. Alors, petite précision, j'aurais pu très bien ne pas mettre 1 et 0 et mettre quelque chose du type présent ou absent, ou un caractère, ou bien true-false. Hein, j'aurais très bien pu mettre une occurrence true et une occurrence false. Hein, n'importe quoi du moment que ça soit binaire, justement. Et donc, on peut faire plein de choses ici. On peut même rajouter des fonctions ici. Hein. On peut tester le if-else pour y rentrer une fonction, quelque chose à faire si la condition. If-else, c'est vraiment la première décision, la première fonction essentielle de la programmation. Hein. Le sinon, c'est vraiment la base de l'informatique. On pourrait dire que toute l'informatique, c'est des variables binaires avec des sinons. Donc c'est les questionnements le plus élémentaire, celui que l'ordinateur se pose à chaque fois qu'il doit agir. Il se pose toujours des questions if-else et dans une pensée binaire. Ensuite, un truc beaucoup plus simple, hein, caractère à numérique, numérique à caractère. Il peut, il peut, il peut arriver que, en fait, on ait reçu une variable numérique dont on pense qu'elle est un caractère. C'est très simple. Hein, si vous avez par exemple noté un produit 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles, c'est à la fois une échelle ordinale, c'est-à-dire que c'est une échelle numérique, mais vous pouvez considérer aussi que c'est un facteur. Hein, il y a les 5 étoiles, il y a les 4 étoiles, vous pouvez vouloir l'analyser comme un facteur, et vous verrez que dans l'analyse de données plus tard, dans le prochain cours, on peut utiliser soit des analyses en mode qualitatif, soit des analyses en mode quantitatif. Et ici, l'analyse en mode facteur m'obligerait à convertir d'abord en caractère, voire en facteur. Donc c'est assez simple. Ici, vous voyez, je convertis en mode facteur. C'est-à-dire, c'est une variable qualitative qui a en plus un indice, un ensemble d'indices qu'on appelle des levels, et qui définissent le nombre de facteurs qu'il y a dans l'ensemble de la variable. Inversement, on peut, et c'est souvent une erreur de virgule, on peut se retrouver avec une variable quantitative qui nous arrive en format caractère. Donc ça, c'est un vrai problème. C'est pas du tout prévu, donc on peut le convertir. Vous voyez ici, à la fonction facteur, j'en avais déjà parlé, on peut lire les levels de ces facteurs, c'est-à-dire on peut savoir le nombre de réponses distinctes qu'il y a dans ce facteur. Alors, travailler sur les facteurs, ça c'est un élément très important parce qu'en effet, en analyse
On va travailler principalement, non pas avec des variables sous format caractère, mais sous format factor. Et donc, on peut être amené à redéfinir ce facteur, notamment l'ordre. Hein, l'ordre des facteurs, l'ordre des levels peut avoir un sens, hein, il peut être ordonné. Et donc, on peut vouloir avoir une certaine organisation de son facteur en level. On peut aussi vouloir renommer les facteurs parce qu'on trouve que il faut absolument changer leur nom. Donc il y a une fonction dans le questionnaire qui est très pratique, qui s'appelle eOrder, qui vous lance une interface graphique qui vous permet de travailler directement votre facteur. Donc ici, par exemple, on a la variable domain name. Non, on ne va pas utiliser celle-là. On va utiliser une autre variable. Laquelle Parce que, oui, je crois que j'avais déjà converti des variables en qualitatives. Bon, utilisons celle-là. Ouais, voilà, utilisons celle-là. Peut-être même, non. Voilà, attendez, on va faire ça. On va essayer de regarder. J'ai complètement oublié, moi. C'est quoi cette variable? Voilà, il y a celle-là qui est pas mal. Hein, on voit bien que c'est une variable qui doit être caractère, mais qui peut être considérée comme une variable facteur dès qu'on l'aura convertie. Donc on va la convertir en facteur d'abord. Voilà. Ça change absolument rien à la variable, sauf que désormais elle est en facteur. Je pense qu'elle était déjà en facteur, hein, puisque je vois les levels là. Bon, ça nous permet de réviser un peu la fonction facteur et on va demander quels sont les levels. Voilà, fort et moyen, ils étaient écrits juste au-dessus. Ok, fort, moyen, très faible, très fort. Ah, je vois bien que l'ordre me plaît pas beaucoup. Comment ça se fait que très faible est en troisième position, alors qu'on voit bien que c'est une variable ordonnée, donc très faible devrait être quand même en première position. Donc c'est pas grave, on va utiliser eOrder, on va lancer l'interface graphique, bien connue de question. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, il y a une petite erreur. Ouais, il y a une petite erreur. Voilà, je dois appeler juste la variable tout seul, puisque j'ai déjà mis. OK, et on voit, ça c'est l'interface de questionnaire que vous retrouvez toujours. Vous pouvez retrouver toutes les variables hein, si vous n'avez pas appelé la bonne. D'ailleurs, vous aurez pu appeler eOrder table expression, ça suffisait. Hein. Vous vérifiez que ça va écraser la même variable. Voilà, et là, on bouge tout simplement. Tout simplement, on bouge l'ordre, on réordonne l'ordre. Hein. Vous voyez, très faible, on va le mettre en premier. Et on va aller voir, voilà, là on a un ordonnancement qui est plus classique, hein, très faible, moyen, fort, très fort, plus logique plutôt. Hein. Et on voit ici le résultat, la répartition de la variable et surtout le code que je peux copier-coller directement ici, hein, ou je peux appuyer sur le bouton Done et vous verrez que le résultat montrera le code. Attention, il ne va pas s'exécuter, ne pas de panique. Hein. Ah, tiens, ici, oui, ah oui, comme j'étais dans le Markdown, il l'a mis dans le Markdown. Donc je le mets dans le Markdown, pourquoi pas. Donc on voit la fonction factor et on voit le réordonnancement. Alors quand on la connaît par cœur, on n'a pas besoin de passer par eOrder, hein, c'est exactement la même fonction. C'est ceux qui veulent pas trop taper du code et qui veulent être sûrs d'eux. C'est beaucoup plus simple d'utiliser une interface graphique. Ensuite, le facteur peut vouloir être recodé. Hein, il peut arriver très souvent qu'il y ait trop de level. Hein, votre variable est trop riche et donc vous n'avez pas assez d'expressions par level. Vous savez que dès qu'on a moins de 5 ou 10 expressions par level, souvent les analyses posent problème. Donc ici, par exemple, regardez, hein, je prends la variable domain name, qui est une variable factorielle, et il y a en effet beaucoup de noms de domaine. Ça n'a pas grand sens. Je voudrais créer une variable plus simple, en fait. Et je pourrais très bien, ici, imaginer un fichier texte dans lequel j'ai prévu des réponses plus simples, genre 5 ou 6 réponses, une dizaine de réponses. Hein. J'ai déjà analysé ma variable et j'ai déjà une idée, et je remplace. Alors, pas à la main, hein, vous évitez de remplacer à la main, parce que dès que vous ferez une faute, vous créerez un nouveau level. Dès que vous oublierez un S, dès qu'il y aura une faute de frappe. Donc le mieux, c'est d'avoir un petit fichier texte et de copier-coller, d'avoir préparé les réponses à l'avance,
et de copier-coller ces réponses. Donc moi je mettrai là je ne l'ai pas fait pour le cours, mais je mettrai un petit fichier texte à droite ici, avec toutes mes réponses, et je ferai constamment un copier-coller. Je réadapterai les fenêtres et je ferai un copier-coller. Comme ça, je suis sûr que je n'ai rien tapé et donc que c'est bien mes levels en question. Et là, on retrouve les différents recodages. Alors regardez, il y a une fonction qui s'appelle fct recode, qui est une fonction qui est propre à une certaine librairie. En fait, ici, vous choisissez la librairie que vous allez utiliser. Soit la librairie par défaut, soit Forcats, soit Deplir. Alors, comme on a dit qu'on travaille avec Deplir, on va continuer à travailler avec Deplir. Puisqu'on a lancé Deplir, il faut évidemment que vous ayez lancé Deplir, ou sinon cette fonction ne marchera pas. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez chargé Deplir. Et donc là, vous allez vous retrouver, voilà, vous allez vous retrouver avec la fameuse fonction recode. Alors ceux qui connaissent par cœur, ils le font à la main, il n'y a pas de souci, mais c'est quand même beaucoup plus agréable. Moi, je ne suis pas un geek fou du code, je suis un analyste, donc ma question ici est d'aller vite et de faire le moins d'erreurs possible. Ensuite, on peut recoder une variable quanti en variable quali. Alors ça, c'est très simple, c'est-à-dire qu'on transforme une étendue numérique en classe, en tranche, en catégorie de chiffres. Et là, on va utiliser la fonction icut qui va nous permettre de prendre notre étendue et de la découper en blocs qu'on va appeler des classes. Et on va les découper selon certains éléments. Donc on cherche une variable quantitative, je vais prendre par exemple in degré. In degré, c'est bien, une variable simple, discrète. Voilà le nombre de degrés entrants dans la page. Ah, tiens, 43 certains quand même, 73 pour certains autres. Voilà, les pages ont des citations, des degrés entrants, des liens entrants, des liens de citation entrants. Et celle-là, je voudrais en faire une variable quantitative parce que je trouve que c'est pas très expressif ces liens entrants. Ensuite, il y a un vrai problème, c'est que on a une vraie distribution en exponentielle décroissant, en forme de poisson, donc ça me pose problème. Je voudrais avoir une variable beaucoup plus simple. Donc vous voyez, on va retrouver toujours l'interface de questionnaire, le nouveau nom de la variable. Donc traditionnellement, le questionnaire ajoute underscore rec et toute une série d'informations sur votre variable. Ici, on voit vraiment que jusqu'au troisième quartile, 75% de mes expressions n'ont pas de lien entrant, et au troisième quartile, on arrive à 1. Et on a ensuite le max. Bon, alors il y a plein de façons de calculer la façon de découper une variable quantitative en catégories. Nous, à ce stade, on va faire la version simple. Dans un cours de spécialisation, je vous montrerai les différentes catégories, les différents algorithmes qui servent au découpage. Là, on va faire très très simple. On va découper selon les paramètres qu'on nous donne. Donc on va dire voilà 0. On met toujours le minimum. Ça c'est hyper important. Le premier chiffre c'est le minimum. Le dernier chiffre c'est le maximum. On va découper à 1. Comme ça on va créer une classe de 0 à 1. Et on pourrait faire tout simplement 0, 1, 1, 73. Mais le problème c'est que ça serait une variable binaire. Donc on va dire que pour nous, ce qui est pertinent, c'est 3, de 0 à 1, de 1 à 3 et de 3 à 73. Pourquoi 3? Parce qu'on dit souvent qu'en dessous de 3, en fait, c'est que ça équivaut à 0, quoi. Donc c'est vraiment... Et puis comme on est dans une répartition vraiment en format loi de Poisson, une distribution en format loi de Poisson, on a beaucoup d'éléments présents entre 0 et 1 et beaucoup d'éléments présents entre 1 et 3. C'est un facteur extrêmement rare, voire exceptionnel de se faire citer. Ce n'est pas la nature du web d'être cité, on est très très rarement cité. On est vraiment dans les calculs de phénomènes très rares. Toute la statistique des phénomènes très rares s'applique ici à la citation, donc je peux vouloir moduler, observer. Voilà, 0 à 1 non compris, bien sûr, de 1 à 5. On va regarder ça comme ça, on va essayer de créer un peu plus de classes pour avoir un peu plus de variété. Voilà, là c'est bien. 0 à 1, c'est nul, très faible, faible et normal. Et donc vous avez le code ici avec la fonction cut qui vient découper la variable expression. On prend à gauche
et on ne prend pas à droite, on le laisse justement à la catégorie suivante, et on découpe avec le minimum, le maximum et les endroits où j'ai découpé. Et donc on se retrouve avec des catégories, en fait, des classes. La variable quantitative s'est transformée en variable qualitative. 1, 2, 3, 4 catégories. Voilà. Je vous laisse bien regarder. Je copie-colle directement ici. Ça me fait gagner du temps. Vous voyez, on revoit le code, mais il n'a pas été exécuté, hein, il est en format commentaire. Toc, là il va être exécuté, et là il est exécuté, et il y a une nouvelle variable qui a été créée, la 40e, et on va à la fin, et on voit que cette variable est un facteur, normalement. Voilà, il est un facteur. Et comme tout facteur, je peux évidemment ensuite le modifier, puisque désormais c'est un facteur, je peux très bien requalifier ce facteur, lui donner d'autres noms, avec la fameuse fonction y. Donc si je veux aller vite, hein, je peux même faire y-tbl expression. Hop, je ne m'embête pas. Boum. Tac. Toc. Boum. Voilà. Et je vais chercher la nouvelle variable. Voilà, elle est là. Je vais utiliser un déplire, bien sûr. Je fais mon recodage. Et là, je peux changer en ce que je veux. Et je vois bien donc que ma variable qui n'est pas très parlante peut devenir beaucoup plus parlante, beaucoup plus claire. Et je peux y apporter des informations qualitatives, interprétatives. Évidemment, on est dans un exercice, donc je fais ça à la va-vite, il n'y a pas de réflexion derrière, il n'y a pas de... Je vous montre juste le code, hein. On n'est pas là pour réfléchir sur la raison d'être des interprétations qualitatives. Je fais attention parce que un recodage sur recodage, il a tendance à me mettre rec-rec, hein, parce que c'est la norme, hein, c'est une norme. Chaque fois qu'on fait un recodage, eh ben, on crée une nouvelle variable. Donc la norme veut qu'on rajoute à chaque fois un petit suffixe genre du type underscore rec. Moi là, je vais écraser la variable. Le risque, c'est que je ne retrouve jamais ma variable précédente, hein, que je ne puisse pas retrouver ma variable précédente. Bon là, c'est à titre d'exercice. C'est à vous de voir, hein, si vous voulez être très prudent, ben, on garde toutes les variables à toutes les étapes et on ajoute des règles, de règles, de règles, de règles, mais ça peut très vite devenir lourd. Et là, vous voyez ma variable, elle est beaucoup plus agréable à lire, beaucoup plus qualitative, et elle correspond bien à une suite de transformations, dont je devrais évidemment garder absolument la mémoire pour pouvoir l'expliquer plus tard. Ici, on voit toutes les sortes de découpes, hein, les différents formats de découpe selon les quantiles, etc. Voilà. Et un des éléments importants, c'est les variables qualitatives à réponse multiple. On peut vouloir travailler et recoder sur les variables réponses qualitatives multiples. Vous savez tous, hein, pour ceux qui ont déjà fait de la data analyse, c'est le vrai casse-tête, la réponse multiple, hein, parce qu'en fait, la réponse multiple n'existe pas. Elle ne peut être définie qu'en une succession de réponses uniques. Donc il faut splitter en une matrice, ça veut dire faire éclater en une matrice la réponse multiple en autant de réponses individuelles avec une matrice 0, 1, voire une matrice numérique si la réponse multiple peut se répéter, ce qui rend encore les choses plus compliquées. Donc là, il va falloir trouver des fonctions qui puissent faire éclater une variable où il y a plusieurs réponses à l'intérieur de cette variable séparées par un caractère, souvent une virgule, un point-virgule, ou voire même un slash. Ça se voit aussi, les réponses multiples à slash. Évidemment, au niveau de l'analyse, on devra travailler réponse après réponse à l'intérieur d'une matrice ou utiliser justement cette matrice de réponse pour faire de l'analyse ou de la prédiction, pour savoir laquelle a le plus de poids sur un facteur donné. Donc, la première fonction, elle est dans tdir, qui est un autre package qui vient avec le dplyr et qui permet de séparer une variable, mais dans le cas où les réponses sont en nombre limité et prévisible. C'est-à-dire que là, vous êtes obligé de décrire le nom des variables qui vont être créées par le split. Donc, vous comprenez bien que si vous avez le nom de variable, il faut que vous puissiez à un moment prévoir ce nom de variable. Donc ça, c'est dans le cas où la question réponse multiple limitait le nombre de réponses ou exigeait un nombre précis. Et donc en mettant le séparateur,
Bon, je ne vous précise pas toutes les options, hein. Comme d'habitude, vous devez aller voir dans l'aide ou sur Google. La plupart du temps, c'est vaut mieux aller voir dans Google, hein. Vous tapez TDIR separate et vous aurez les options. Et là, vous voyez qu'on va faire éclater dans un dataset une variable en une série de variables qui porteront ce nom-là. Et on va découper la variable en fonction du slash. Le séparateur, c'est ce qui nous permet à la fonction de découper la variable. Plus largement, on a la fonction splitText, qui est une fonction de la librairie QLC Matrix, qui, elle, va automatiquement générer le nombre de variables nécessaires. La contrepartie, c'est que c'est un peu plus compliqué de donner un nom à ces variables. On peut mettre un préfixe, etc. Mais bon, je ne rentre pas dans ces détails. Là, ce qui va m'intéresser ici, c'est de faire éclater une variable. Et pourquoi elle s'appelle splitText? Parce que, en effet, en analyse de texte, le texte est pour nous une variable à réponse multiple. C'est-à-dire qu'un texte, pour nous, c'est un ensemble de réponses. Alors, ça peut être, si vous mettez un espace, c'est un ensemble de mots. Je peux décider de faire exploser un texte en séparant à chaque fois qu'il y a un espace. Si je mets une virgule ou un point, par exemple, je peux splitter le texte en propositions. D'abord en phrases, puis ensuite ces phrases en propositions en séparant au niveau de la virgule. Donc je peux très bien transformer un texte en une matrice de mots, en une matrice de phrases, voire même en une matrice de propositions. Donc ça c'est intéressant, ça permet... Bon, alors il y a des fonctions qui le font beaucoup mieux, hein. Là je vous montre une fonction assez simple. Vous avez une question-réponse multiple ouverte, on pouvait répondre autant que l'on veut, et vous l'avez récupéré avec un séparateur particulier, ici l'espace. Je viens de faire une erreur là. Oui, je crois qu'il y a une parenthèse en trop. Attendez, j'enlève la parenthèse. Voilà. Donc là, le titre, par exemple, ah oui, si je ne charge pas la matrice, si je ne charge pas la librairie, ça ne va pas aller. Voilà. Et donc, je split et je me retrouve avec une matrice complexe. En fait, là, ce n'est pas encore une matrice, hein, c'est un objet qui est propre à la fonction, qui est une sorte de matrice. On voit ici qu'il y a 1485 lignes qui correspondent à justement mes expressions, et ici il y a 15 887 cellules, donc ça veut dire qu'il y a juste en dessous 4107 mots. Donc 4107 fois 1485, ça doit nous donner 15 887. Donc là on se retrouve avec un format matrice, donc il faut le dire, le format matrice, hein, il faut le convertir, sauf qu'il ne le donne pas exactement comme je le souhaite, parce qu'il a tendance à mettre justement les lignes en colonne et en fait les mots en ligne. Ça peut servir dans certains cas précis. Bon, on ne va pas en parler tout de suite. Moi, je vais, avec la fonction T, faire pivoter la matrice. Je vais la faire tourner à 45 degrés. Et ensuite, je vais le transformer en data frame. Et ça va me donner ce que je cherche depuis le début, c'est-à-dire une matrice de mots. Voilà comment tout simplement, à partir d'un titre, j'ai transformé une matrice de mots. Évidemment, si vous êtes dans des questions-réponses multiples, mais que ce nombre de réponses est fermé, ça va être beaucoup plus simple, hein. Vous n'aurez pas 4400 colonnes, vous aurez les 6 ou 10 colonnes avec des 0 et des 1. Voilà. Et donc là, on voit très simplement le nombre à chaque fois qu'a été présent le mot. Donc réhumaniser était présent une fois, révolution présent une fois. Bon, ça arrive. Smart, ville. Donc ville a été présent sur trois fois, dans 3 documents. Et là, une fois. Bon. Alors là, j'ai bien 4107 colonnes, donc tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Voilà. Là, j'ai une matrice et c'est évidemment que des variables numériques. Bon, je l'ai fait à la brutale là, hein, normalement, il faut nettoyer le texte. On verra, on aura un cours spécial sur le traitement du texte et on verra que c'est un peu plus compliqué que ça. Là, je voulais juste vous montrer, si vous avez une réponse multiple, vous pouvez très vite la transformer en une matrice de réponse.
fonction essentielle que l'on retrouvera dans l'analyse du langage et dans le traitement des corpus texte. Je ferai une formation qui sera dédiée à l'analyse des corpus texte. Ensuite, on a le fait d'unifier une variable. Hein, c'est l'inverse, justement. Hein. Il y a des variables éclatées et vous voulez les rassembler. Et donc, vous allez faire un unit qui permet de prendre vos variables éclatées et les rassembler avec un séparateur. Donc, c'est strictement l'inverse de la fonction précédente, de la fonction matricielle, la fonction qui transformait en matrice. Et donc là, on va enlever en plus les précédentes. Hein, on peut supprimer les variables en format de matrice et ici créer une seule et unique variable dont on va donner le nom juste après le nom du dataset. Donc vous mettez les séparateurs que vous voulez. Par exemple, ici, si c'était des mots, ben, vous remettez ici le séparateur. Voilà. Maintenant, on va passer à l'harmonisation de variables. Allez, c'est un prochain cours. Merci de votre attention. À très bientôt.